l'équipe de France de 2018, pour moi, c'est une fraude. Donc, je détestais cette équipe, puis j'en ai ras-le-bol de Deschamps. Puis je suis pas un grand fan de Mbappé, esthétiquement. Et donc moi, en finale, je suis pour la Croatie. Aujourd'hui, on va parler ballon, mais pas comme d'habitude. Avec moi, François Bégodeau, écrivain, critique de cinéma et grand passionné de foot. François, je te lis et t'écoute depuis quelques années. J'avoue que ça m'a fait plaisir quand j'ai appris que tu étais amoureux de foot. Un amour souvent méprisé au sein du milieu intellectuel bourgeois. Tout d'abord, comment t'es venue la passion du foot ? Bon, d'abord, je pense qu'entre le moment où elle m'est venue et maintenant, le foot est quand même de moins en moins méprisé dans la sphère intellectuelle. Je dis ça voilà, pour être juste avec mes semblables, avec mes collègues. Mais moi, la passion du foot elle m'est venue comme à pas mal de petits garçons, parce que ça reste quand même assez genré cette affaire, malgré l'évolution. À 4-5 ans, je joue dans la cour, je joue avec une pierre, je joue avec des ballons pourris, je joue partout. J'adore ça et j'adore déjà regarder le foot à la télé. En plus, à l'époque, c'était un événement, le foot à la télé, chose que les gens de ton âge ne mesurent pas. Mais on avait très, très peu de matchs de foot à la télé. Donc, quand il y en avait un, c'était la fête, n'importe quoi. Et alors, la grande fête, c'était les Coupes du Monde, puisque là, tous les matchs étaient diffusés, pour le coup, et gratuitement. Chose qui a bien changé depuis. Sur une chaîne française ? Ouais, tu pouvais. Tu avais 3 chaînes, par exemple, quand j'étais gamin, tu n'avais que 3 chaînes, et elles se partageaient les 30 ou 40 matchs qu'il y avait à jouer à l'époque avec une Coupe du Monde où il y avait moins d'équipes. Mais donc voilà, j'ai été hyper passionné. Et le gros de ma passion, ça a été vraiment entre 5 et 15 ans, où là, je pensais foot, je rêvais foot, je voulais être journaliste sportif de foot. J'écrivais des articles sur le foot que je ne faisais lire à personne. T'écrivais des articles seul ? Ouais, pour moi-même, je faisais des comptes rendus de match ou des fois des billets d'humeur que j'appelais pas billets d'humeur à l'époque parce que je connaissais pas l'expression. Après, la vie a fait que j'ai eu d'autres passions un peu alternatives, ce qui fait que j'ai un peu moins regardé le foot, mais quand même, ça m'est un peu resté. Okay. Tu suivais quel championnat particulièrement ? Mais à l'époque, tu sais, la question se posait pas. Encore une fois, c'est vraiment un autre monde. C'est la préhistoire. À l'époque, on était très franco-français, si tu veux, parce qu'il n'y avait aucun moyen de voir des matchs de la première division anglaise ou italienne ou espagnole. Et donc, c'était pas comme maintenant où un petit Français peut tout à fait avoir comme équipe préférée Manchester United ou la Juve ou le Real. Non, notre équipe préférée, c'était une équipe française, forcément. Et c'était souvent celle de notre ville. Et moi, il se trouve que par hasard et coïncidence et heureuse coïncidence, j'étais de la région de Nantes, qui à l'époque était le club français dominant avec Saint-Etienne. Donc en fait, j'ai pas eu à aller chercher très très loin pour soutenir une équipe qui était le FC Nantes. J'ai aussi lu sur une interview de SoFoot que tu avais joué au foot à Mangin-Beaulieu. Mangin, pardon. Ouais, Mangin-Beaulieu. Ouais. C'est un club prolo, pas loin de Nantes. Comment était cette expérience en termes d'ambiance ? Je crois que tu en gardes un bon souvenir, justement. Et j'adorais aller là-bas, j'adorais jouer, j'adorais ça. C'était le centre de ma vie. Au collège, je m'emmerdais. J'attendais toute la semaine le match du samedi et un peu l'entraînement aussi. Et Mangin-Beaulieu, c'était un club vraiment de quartier, extrêmement désargenté, un peu pourri. Il y avait même pour vestiaire des espèces d'anciens wagons de train. Dans une espèce de terrain vague. Et pourquoi est-ce qu'on m'avait inscrit là ? Moi, j'habitais dans le centre-ville quand même parce que j'étais fils de petit bourgeois enseignant. Mais il n'y avait pas de club dans le centre-ville. Il n'y a pas de place pour des espaces verts ou des terrains. Donc, il fallait bien s'excentrer un peu. Et pourquoi est-ce que je me suis retrouvé dans ce club ? Je ne sais pas trop. Mais du coup, je me suis retrouvé à faire du foot avec des prolos, des Arabes, des Portugais, des Blancs. À quel poste ? Alors moi, j'étais milieu de terrain. Parce qu'au départ, j'étais ailier droit, parce que j'avais quand même un bon pied droit et un bon dribble. Mais moi, je voulais tout le temps avoir le ballon. Et donc, j'étais tout le temps où était le ballon. Et très, très vite, mon entraîneur a dit non, mais toi, tu es un milieu de terrain, en fait. Voilà, c'est le mec qui va courir tout le temps, qui va demander tous les ballons. Donc, on va te foutre au milieu. Et comme ça, tu arrêteras de nous faire chier. Aujourd'hui, du coup, quelle place occupe le foot dans ta vie ? Et j'aimerais un peu qu'on mette ça en parallèle par rapport à l'art. Est-ce que tu peux ressentir un plaisir comparable à voir un grand match par rapport à un film de Kelly Richard, d'Albert Serra ? C'est vraiment une question pour moi centrale que tu poses là, parce que, en tout cas, elle nourrit beaucoup ma réflexion sur l'art. Pourquoi ? Parce que je constate qu'effectivement, devant un match de foot ou devant d'autres sports que je peux adorer, j'aime beaucoup le rugby aussi, par exemple, c'est les 2 sports que je suis le plus. Mais ça peut être aussi, pourquoi pas, un peu de basket, je suis très sport-co, moi. Eh bien, je ressens en tout cas une intensité folle, c'est-à-dire que je ne m'ennuie pas une seconde devant un match de foot ou devant un match de rugby, pour peu que le match soit pas complètement naze. Et ça m'interroge beaucoup sur, comment dire, il y a même des films que je peux beaucoup aimer et qui ne me procurent pas la même intensité. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'en fait, un match de foot, c'est non seulement de l'art, mais encore plus de l'art que le cinéma, par exemple, pour prendre cet art-là.
Ou est-ce que ça veut dire qu'on est dans un régime émotionnel très différent? Je pense que ça tient quand même au direct, alors que finalement l'art c'est toujours en différé. Et il y a quand même une intensité propre du direct. Et puis c'est vrai que quand on est, tu sais bien ça, toi, tous les footeux savent ça, mais quand on est en faveur d'une équipe, ce qui arrive souvent devant un match de foot, même quand c'est Corée du Sud, Colombie, moi je trouve toujours le moyen d'être pour un des deux, quoi. Ça crée une intensité particulière. Alors, qui pour le coup, je pense, n'est pas un rapport esthétique, parce que justement, le rapport esthétique au show, c'est un rapport impartial pour moi. Enfin, en tout cas, qui est par-delà pour et contre. Or là, devant un match de foot, on a une sorte d'intensité folle, quoi, et qui me questionne beaucoup. Qu'est-ce qui nous tient tellement dans ce jeu, et peut-être dans le sport en général. Mais quand même, bon, la comparaison s'arrête là, parce que je pense que quand même, ce serait quand même un peu dévoyer le mot, et je le dis sans aucun souci de distinction, parce que j'adore les deux. Ça serait dévoyer le mot que de dire que le football est un art. Enfin, ça irait un peu trop vite, quoi. Et par rapport à la place qu'occupe le foot dans ta vie, est-ce que tu as du mal, par exemple, à voir des matchs un peu de seconde zone par rapport aux matchs hyper médiatisés comme la Ligue des Champions, en parlant par exemple de la CAN, voire des compétitions de foot féminine? D'abord, bon, moi j'ai 53 ans. Donc, si tu veux, le gros de ma passion pour le foot, l'intensité incandescente que je ressentais quand j'avais 15, jusqu'à 20 ans, on va dire, elle est quand même retombée. Et donc maintenant, je regarde un peu plus les matchs en esthète, même si j'ai encore beaucoup de points de vue très partiaux. Il y a des équipes que je soutiens fiévreusement et d'autres que je déteste fiévreusement. Mais si tu veux, je regarde beaucoup moins de matchs que quand j'avais 20, 25 ans, là où sont arrivés beaucoup de matchs à la télé. Donc, j'ai tendance à faire un gros focus sur les phases finales, genre Coupe du Monde, Euro. Je regarde un peu les matchs de la CAN parce qu'il y a des équipes que j'aime bien. J'aime beaucoup le Maroc quand même depuis quelques années, ce qui n'est pas étonnant. J'aime bien l'Algérie aussi. Et puis il y a la Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui m'a toujours fait un peu rêver, tout ça. Donc je m'arrange toujours un peu pour regarder les équipes que j'aime, quoi. Mais enfin, c'est quand même compliqué. Donc j'ai aussi un emploi du temps qui fait que j'ai quand même beaucoup de choses à faire, ce qui fait que je regarde beaucoup moins de matchs qu'avant. Mais quand le Barça joue, je m'arrange pour regarder. J'ai regardé beaucoup les 3-4 dernières saisons de Manchester City, qui est un club, voilà. On parlera de De Bruyne tout à l'heure. Voilà. C'était essentiellement pour regarder De Bruyne d'ailleurs, mais oui, je regarde moins. Alors après, oui, tu parlais de foot féminin. Il se trouve que moi, j'ai commencé à aimer le foot féminin. Alors, c'est un peu prétentieux de dire des choses comme ça, mais avant que ce soit un peu à la mode, avant qu'il y ait une espèce de marketing pour le promouvoir, j'ai regardé beaucoup les phases finales avec l'équipe de France notamment, parce qu'il y avait des joueuses que j'aimais beaucoup. Notamment, j'avais même écrit sur l'une dans Le Monde, où je faisais une chronique sport il y a 10 ans. Et c'était Louisa Nessib, que j'adorais regarder jouer. Elle était la meneuse de jeu de l'équipe de France d'il y a 10 ans. Maintenant, elle est commentatrice. Et oui, je pense qu'en fait, évidemment, on sait bien que le foot féminin n'est pas encore au niveau du foot masculin. Ça va moins vite. Mais parce que ça va moins vite, tu as aussi parfois un côté, comment dire, il y a des phases de jeu collectif qui sont presque parfois plus pures. Oui. Que le jeu un peu maintenant extrêmement vif, rapide, tonitruant, masculin. Donc moi qui aime bien les dispositifs collectifs, je trouve que parfois on les voit plus à nu. Donc regarder par exemple jouer l'équipe d'Angleterre, l'équipe d'Allemagne ou l'équipe de Suède féminine, il y a vraiment un très beau jeu assez léché collectif, quoi. Comme moi, en plus, ce qui m'intéresse le plus dans le foot, c'est le geste collectif plus que la performance technique et individuelle. Finalement, la moindre habileté technique des femmes me pose aucun problème. Donc moi, j'ai tendance à regarder. J'ajouterais qu'il y a un truc, je pense, alors je ne sais pas ce que ça dit de moi, je pense que ça m'émeut toujours terriblement de voir des filles jouer au foot. Alors, est-ce que c'est un féminisme radical ou au contraire un résidu de patriarcat condescendant? Je ne sais pas quoi dire. Mais ça m'émeut. Et déjà, ça m'émeut qu'une fille choisisse de faire du foot, parce que c'est quand même pas évident. Je dirais que ça m'émeut encore plus quand je vois les rugby women. Okay. Parce que franchement, ça n'a pas été évident d'être une jeune femme, une jeune adolescente de 12-13 ans et de choisir d'être rugby woman, tu vois. Et il y a quelque chose qui m'émeut terriblement là-dedans. Donc c'est un spectacle qui me passionne. Ton premier livre s'intitule Jouer juste. Il s'agit du discours d'un entraîneur pendant une causerie d'avant-prolongation en phase finale de Coupe d'Europe, je crois. Ouais. Le foot, il sert surtout d'analogie à une histoire d'amour échouée. Mais quand même, pourquoi avoir choisi le cadre du foot pour écrire ton premier livre? Tu sais, des fois, les jeunesses de livres, elles sont un peu simples. Il se trouve que l'année qui a précédé l'écriture de ce premier livre, il m'est arrivé quelque chose sur la scène amoureuse, on va dire. Dans le livre, c'est une prénommée Julie. Voilà, bon, alors dans la vie, c'était pas ça. Et puis, il y a
une fictionnalisation quand même assez pointue et intense de ce que j'ai pu vivre, qui était en gros, disons, une rupture. Et par ailleurs, c'est l'année où Nantes est pour la dernière fois champion de France, avec une équipe que j'adorais parce qu'elle ne payait pas de mine, qui était l'équipe de l'entraîneur Reynald Denouex, qui n'est pas du tout passé à postérité, parce que c'était une équipe qui ressemblait, enfin dire qui n'était pas tout sauf spectaculaire, et qui était à l'image de ce que j'aime dans le foot féminin, une pure équipe collective. Il n'y avait pratiquement pas d'individualité, même s'il y a Éric Carrière ou Viorel Moldovan à l'époque qui ont fait une année assez brillante. Mais c'était une équipe qui reposait. C'était une espèce d'absolu du jeu à la nantaise, ou de ce qu'on appelle de façon parfois un peu mythologique le jeu à la nantaise, mais qui a quand même une part de vérité. Et donc j'adorais cette équipe, je l'ai suivi passionnément. Je crois que c'est la dernière fois que j'ai suivi passionnément une équipe. J'avais à l'époque 29 ans. Et donc au croisement de ces déconvenues amoureuses et de les deux choses intenses de mon année, ça a été ça. Et j'en ai fait une espèce de mixage qui a donné ce drôle de bouquin qui s'appelle Jouer juste, où effectivement cet entraîneur n'arrête pas de faire des ponts entre jouer à 11 et jouer à 2. Mais parce que je pense qu'il y a... Le pont était évidemment un peu absurde, aberrant, il se voulait un peu comique, mais il y a une part de vérité, c'est que je pense j'ai toujours été fasciné par les figures d'entraîneurs. Et qu'est-ce que c'est qu'un entraîneur ? C'est quelqu'un qui va essayer d'organiser un 11. Et donc il faut les placer, il faut qu'ils se déplacent de façon cohérente. Et je pense que dans la vie, j'aime bien le côté un peu éthico-technique de la vie, y compris dans la scène amoureuse, où a priori on se dit bah non, il n'est pas question de ça, soit on s'aime, soit on s'aime pas, point. Non, je pense que quand même un couple, c'est aussi une organisation. C'est comme un groupe d'amis. Un groupe d'amis, ça s'organise. Il faut trouver les bons accommodements entre les individus, ce qui est pour moi aussi ce qu'on essaie de faire en politique, finalement. Essayer d'inventer une société où il y ait des rapports qu'on trouvera les plus justes possibles, ou les plus vertueux, ou les plus intenses. Et donc finalement, ce pont entre jouer à deux, organiser son couple et organiser une équipe était à la fois facétieux et consistant. Voilà, le livre reposait un peu sur cette espèce d'ambiguïté entre le sérieux et le pas sérieux. Bon, à l'époque, le livre a plutôt plu parce qu'il a eu un certain succès de premier roman. Et c'est là d'ailleurs, tu vois, pour revenir à ce que je disais au tout début, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, il y avait dans le champ intellectuel et dans le champ littéraire beaucoup plus de gens que je ne croyais qui étaient fans de foot. D'accord. Parce que le succès de ce livre a beaucoup tenu au fait que pas mal de journalistes littéraires me disaient super, enfin un livre sur le foot, je vais enfin pouvoir avouer, faire mon coming out et avouer ma passion. À travers ton personnage principal dans Jouer juste, justement, tu valorises énormément l'intelligence collective par rapport aux exploits individuels. Dans quelle mesure ça reflète ta vision du foot comme vraiment des machines collectives super huilées? Il y avait une espèce de parabole politique dans ce livre, et donc je dirais que c'est vrai que j'ai une rêverie qui est à la fois politique et esthétique, et donc sportive, sur cette idée que la stricte organisation collective et l'intelligence collective permet de produire du beau indépendamment du talent individuel. Ce qui est un peu une rêverie politique aussi. Et donc les équipes où il n'y a pas beaucoup d'individualité qui paye de mine et qui pour autant arrivent à produire une valeur ajoutée, pour parler en termes un peu managériaux, ça me fascine toujours un peu. C'est une des raisons pour lesquelles j'aimais tant l'équipe du Maroc du dernier mondial. Pourquoi ? Il y avait des sacrées individualités, et notamment une dont je regrette qu'on l'ait un peu perdu de vue, qui est Unai. Oui. Pour moi, ce qu'il a Je fait vais en au Grèce mondial, actuellement, à Panathinaikos. voilà, j'ai appris ça récemment après un passage mal contre Marseille. Ce que ce type fait au mondial, c'est fou. Il fait 4 matchs de suite, dingue. Et en plus, exactement dans un rôle que j'adore, qui est celui de relayeur. Mais à part ça, il n'y avait pas forcément d'individualité hyper marquante. On sentait bien que c'était l'organisation même, qui était d'ailleurs plutôt une organisation défensive. Mais je veux dire, c'est beau une organisation défensive aussi. Il faut de l'intelligence pour ça. C'est pour ça que j'aimais bien le football italien dans les années 80-90, parce que c'était un football extraordinairement intelligent. Où on sentait qu'il y avait une espèce de supplément d'âme intellectuelle chez les entraîneurs italiens et une culture du jeu tactique chez les joueurs italiens qui me fascinait. Donc oui, c'est vrai que je vais avoir tendance à me porter moi là-dessus. Et les exploits individuels, il y en a que je trouve magnifiques, et il y a des joueurs que je trouve magnifiques. Mais fondamentalement, mon grand fantasme du foot, c'est quand même de considérer que ce soit par le collectif qu'on arrive à produire de la performance, quoi, et de la beauté, accessoirement. On va jouer un petit jeu. Il faudra que tu répondes assez rapidement. Je vais te poser plein de questions. Ouais. Je vais être humilié, je sens. Le PSG va-t-il gagner la Ligue des Champions avant 2030 ?
Ouais, j'ai envie de dire non, juste pour chambrer mes potes fans de PSG. Messi ou Ronaldo? Ah mais si, mais alors là, aucune hésitation. Barça ou Real? Alors je vais dire Barça parce que j'ai été hyper fan du Real quand j'avais de 15 à 25 ans, parce qu'à l'époque, il y avait la bande au Buitré, Butragueño. J'adore cette ossature de l'équipe d'Espagne d'ailleurs, avec des joueurs comme Mitchell, Martin Vasquez. Donc j'ai d'abord été fan du Real. En plus, j'aimais bien leur maillot blanc. Enfin, et après, bah, il se trouve que Cruyff a changé la donne, quoi. Et Cruyff a tout Cruyff changé. et toutes l'école cruyffienne qu'a perpétué Guardiola. Depuis qu'il est joueur ou son passage entraîneur? Alors moi, joueur, je ne l'ai pas connu, hélas, Ok. parce que j'étais vraiment tout Oui, petit et 74. je l'ai très peu vu jouer. Mon frère était fan, qui était plus vieux que moi, mais non, moi je ne l'ai connu essentiellement qu'entraîneur, quand il invente en fait le jeu barcelonais. Ouais. Et que c'est très très beau d'avoir un grand club comme ça, qui a une école de jeu. Et donc là, oui, depuis 20 ans, c'est plutôt Barça. Ouais. La VAR est-elle une bonne chose pour le foot? Moi, j'ai été très très contre, hein, pour plein de raisons. D'abord, une raison, j'avais peur que le foot, qui est un sport de continuum, c'est un sport en continu, le foot, contrairement au basket où il y a plein d'arrêts de jeu, il y a même des temps morts. Le volley, c'est saccadé. Le baseball, le cricket, même le rugby, c'est saccadé. Le foot, sa beauté, c'est que ça peut jouer tout le temps pendant 90 minutes avec très très peu d'arrêts. Et là, je me disais, mais ils vont nous péter notre sport avec un arrêt de 4 minutes. Là, ça ne correspond pas à la gymnastique ou au métabolisme de ce sport. C'est la première réticence que j'avais. Et la deuxième réticence, que j'ai écrit dessus d'ailleurs dans Boniment, c'était que c'était une revendication de riches. Les clubs riches faisaient du lobbying en faveur de la VAR. Pourquoi? Parce que les clubs riches détestent le risque, ils veulent tout gagner. Et la seule façon de se faire battre par une petite équipe, pour maintenant les clubs hyper riches qui cumulent tous les grands joueurs, c'est qu'il y ait de temps en temps des petites erreurs d'arbitrage, des trucs un peu foireux. Donc ils veulent absolument rationaliser le jeu, casser la glorieuse incertitude du sport, comme on dit, pour être sûr de toujours arriver en finale de Champions League ou en demi-finale et pouvoir faire à peu près le même genre de chiffre d'affaires tous les ans. Et donc je voyais bien que c'était une revendication de riches, quoi. Et à ce titre-là, j'étais contre. Alors à l'épreuve, bah moi, je trouve pas que ça apporte quoi que ce soit. Oui, bien sûr, il y a des erreurs d'arbitrage qui du coup ont été assainies. Bah, du coup, on parle encore plus d'arbitrage qu'avant la Ouais, VAR. voilà. Donc bon, après, on sait bien qu'avec ce genre de révolution technologique ou d'avancée technologique, on ne revient jamais en arrière. Donc c'est plus le temps maintenant de pester contre. Il va falloir qu'on vive avec la VAR. T'as dit que t'avais une sensibilité pour les coachs. Qui est le plus grand coach de l'histoire? Ouais, moi, c'est les entraîneurs m'ont toujours fasciné. Alors, le plus grand de l'histoire, je sais pas. En tout cas, celui qui me fascine le plus, c'est vraiment Cruyff, quoi. Et celui dont je crois qu'il a vraiment inventé un jeu. Et j'imagine son héritier Guardiola. Oui, voilà, forcément. Moi, je suis Guardiola parce que, en tant que, voilà, il y a une lignée, quoi. Mais on peut dire que ce que fait Luis Enrique cette année est dans la même lignée, hein. Il est passé par le Barça, c'est pas étonnant. Et bon, le jeu espagnol en général, de toute façon, qui est un des derniers jeux sur la planète à être un peu typique. C'est-à-dire que quel autre pays pourrait dire, ah, le jeu brésilien? Tu parles, le jeu brésilien, est-ce que vraiment le Brésil joue à la brésilienne? Je suis pas sûr, quoi. Et les Espagnols, oui, et le Barça, oui. Donc, ouais, je dirais plutôt ça. Après, il y a le fameux. Peut-être que tout vient aussi du fameux entraîneur de la grande équipe du Pays-Bas des années 70, dont le nom m'échappe d'un seul coup, et qui peut-être a été celui qui a inventé ce jeu-là. Donc, Cruyff va s'inspirer pour. Donc, c'est peut-être il faudrait rendre à César. Mais pendant longtemps, mon entraîneur préféré a été José Arribas, qui a inventé le jeu à la nantaise, qui s'est perpétué aussi à travers des gens comme Suodo, Jean Vincent et des Noix. Après, là, en ce moment, bah, comme par hasard, un entraîneur que j'adore, mais y compris quand il était en Allemagne, c'est l'entraîneur du Barça actuel, Flick. Lui, vraiment, quand il était en Allemagne, il faisait déjà des miracles, hein. Et donc, ce monsieur a une potion magique. Mais je pense que lui-même s'inspire du jeu espagnol. Donc, c'est assez marrant d'ailleurs de voir. C'est un truc qui n'a jamais été commenté, mais moi, je suis fan de deux équipes nationales depuis 20 ans, c'est l'Allemagne et l'Espagne. Et c'est très, très beau de voir comment les deux n'arrêtent pas de se. Enfin, notamment, l'Allemagne copie beaucoup l'Espagne. Parce qu'à un moment, il y avait une grande génération de joueurs allemands. Et ils se sont pris la génération Xavi, Iniesta, Busquets et compagnie. Et les pauvres, ils étaient les poulies d'or de l'époque, quoi. Ils ont perdu en demi en 2010 voilà, et ils ont réagi en 2014. à partir du moment où l'Espagne faisait sa sale saison. Mais c'est très intéressant comment le jeu allemand, c'est complètement calqué, contrairement à sa légende de football rugueux. Et je pense que Flick incarne ces entraîneurs allemands qui se sont mis à préconiser une espèce de jeu à l'espagnol à des joueurs bavarois. Enfin, c'est assez passionnant. Mais personne n'en parle jamais, parce que de toute façon, en France, on a définitivement décidé que l'Allemagne, c'était un sale pays, et qu'en plus, le jeu allemand, c'était de la merde. En plus, on a un traumatisme national assez proche de la défaite de juin 40, à savoir Séville 82. Donc, on leur pardonnera jamais. Et c'est bien dommage, parce que l'équipe d'Allemagne, depuis 20 ans, elle a vraiment
un système de jeu très cohérent, qu'on retrouve au Bayern d'ailleurs, qu'on retrouve à Leverkusen aussi, et qui est passionnant à regarder, vraiment. Si tu étais devenu footballeur, quel numéro tu aurais choisi? À l'époque, moi je suis de la génération Platini, hein, donc le numéro qui m'a toujours fait rêver, c'est évidemment celui du meneur de jeu, qui est un poste d'ailleurs qui a un peu disparu. Le 10 du coup. Le 10, bien sûr. Mais j'avais aussi une petite sympathie pour le numéro que je portais moi-même, dans mon petit club où je faisais des exploits extrêmement, je dirais, de basse intensité. C'est ce qu'on appelait relayeur à l'époque, on appelle moins relayeur maintenant, Jean Rounaille, et qui était le 8 à l'époque. Voilà. Quelle célébration tu aurais choisi? Ah ben moi, j'avais écrit dans Jouer Est-ce que t'en as juste, une en tête? justement, que j'adore les célébrations calmes. Et il y en a une qui m'a toujours fasciné, que tu peux revoir en vidéo si tu veux. Tu sais, il y a eu la fameuse épopée de Saint-Étienne quand moi j'étais gamin, 76, où ils arrivent en finale, ce qui à l'époque était énorme pour un club de foot français, hein, parce qu'on était vraiment au fond du trou à l'époque, le football français. Et il y avait cette équipe de Saint-Étienne, et dedans il y avait un joueur qui s'appelait Battenet, Dominique Battenet. Et alors c'est en 77, c'est l'année d'après, ils vont à jouer à Liverpool. Ils ont gagné 1-0 à l'aller, mais Liverpool ouvre le score, ou alors gagne 2-0 déjà. Et là, Battenet met un but de 20 mètres, je pense, qui requalifie Saint-Etienne, qui finira par être éliminé ce soir-là. Et là, va voir la joie de Battenet à ce moment-là, qui m'avait, quand j'étais gamin, totalement fait rêver, parce qu'il est hyper sobre. Et je pense que les joies sobres, je trouve ça très beau. À la rigueur, si le joueur reste immobile et se contente de lever un peu le bras, je pense que ça m'émeut beaucoup plus que quand ils courent et qu'ils se font les fous. Après, je ne fais pas du tout partie de ces gens, notamment les fans de rugby, qui sont assez pénibles parfois, qui disent oui, du footballeur, ils en font des caisses, quand ils marquent un but, ils s'arrachent le maillot. Je trouve que c'est très bien, ça fait partie de la culture populaire aussi du foot. Ça, c'est que la culture populaire, elle a beaucoup à voir avec la non-retenue. Alors que les bourgeois, ils savent se tenir, ils se retiennent. Par exemple, les chanteurs bourgeois, ils chantent pas fort. Et les chanteurs à voix, c'est les chanteurs populaires. Donc quand il y a des gamins qui viennent des bidonvilles, qui deviennent joueurs professionnels, et comme Maradona ou autres, et qu'ils célèbrent leur but en courant dans tous les sens, ça me va aussi. Ton geste technique préféré? Alors de toute façon, comment dire, c'est la passe. La passe, ok. Ce qui me fait rêver au foot, c'est la passe. Pour moi, une passe réussie, c'est une merveille. Parce que ça, je le décrivais en long et en large dans Jouer juste. J'avais des pages là-dessus, presque de poésie, hein, sur l'art de la passe, parce que c'est une conjonction de choses miraculeuses, la passe. Il faut qu'en une seconde, le passeur évalue d'abord la position du bon partenaire, le déplacement de son partenaire, qu'il mette le ballon exactement dans l'espace en calculant avec des pouvoirs surnaturels la vitesse de son partenaire, de sorte que le ballon... Enfin, je t'apprends rien, mais si vraiment tu détasses ce que c'est qu'une passe, c'est fabuleux. Alors que si tu veux, j'ai toujours un petit soupçon sur les tirs. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup les buteurs, moi. Parce que tu as quand même souvent l'impression... Enfin, il y aura toujours un doute sur... Un mec tire de 15 mètres, tu vois, et il place la balle de sorte qu'il y a but. Est-ce que c'est vraiment là qu'il voulait la placer? Non, il y a une plus grande part de hasard. Alors qu'une passe, il n'y a pas de hasard. Si elle est réussie, c'était vraiment ça qu'il voulait faire. Et dans le même genre, il y a vraiment un geste que j'ai toujours adoré, que j'adorais faire moi-même quand j'étais footeux, enfin quand je jouais. Je n'avais pas une grande amplitude technique, mais j'étais assez bon en lob. Et le lob, alors là, il n'y a pas d'ambiguïté. Bah Messi, il marquait en passant et en lobant. Bien sûr, mais Messi, c'est là pour le coup. Moi, je ne vais pas dire que c'est un génie, parce qu'encore une fois, il ne faut pas usurper ses mots, mais Messi, c'est un don du ciel, quoi. Comme Maradona, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'appelle là-bas. Tu as des grands joueurs, des fois, c'est des dons, quoi. Messi nous a donné 15 ans de bonheur. Justement, quel est le meilleur joueur du monde actuellement? Jusqu'à il y a 2-3 ans, je t'aurais dit indéniablement De Bruyne, mais là, il est évidemment déclinant, voire même bientôt à la retraite. Le meilleur actuellement... pour moi, c'est Pedri. Ah ouais, mais je l'ai peut-être pas vu assez jouer récemment, Pedri. Et en plus, à l'Euro, où j'aimais tellement l'équipe d'Espagne, il a été blessé très tôt. Donc je sais plus où il en est, mais on me donne des infos comme quoi ça se passe bien, qu'il est très fort. De toute façon, c'est un joueur que j'ai repéré très vite, hein, dès ses premiers pas dans l'équipe du Barça, à 18 ans, je crois d'ailleurs. Oui. Moi je pense qu'il n'y a pas... En tout cas, le joueur qu'il vaut mieux avoir dans son équipe et qui est presque une garantie de stabilité, d'efficacité et de cohérence collective, c'est Rodri. Rodri, oui. Oui. Juste, en ce moment, on n'en parle pas beaucoup vu qu'il est blessé. Voilà, mais si tu veux, je crois que tous les entraîneurs, à mon avis, beaucoup d'entraîneurs te diraient ça. Si tu leur...
Parce qu'il y a deux questions. Il y a le joueur qui te fait le plus rêver en termes de spectacle. C'est peut-être pas Rodri, qui est un joueur de milieu sobre, qui rate jamais une passe. Ballon d'or mérité, donc, par rapport à Vinicius. Oui, mais largement. Et même, ça aurait dû avoir lieu depuis 3-4 ans pour moi. Donc, en tout cas, voilà, si tu poses la question aux entraîneurs, quel est le joueur qui vous fait le plus rêver? Ils diront je sais pas quoi. Mais tu leur dis quel est celui que vraiment vous aimeriez avoir dans votre équipe? Je suis sûr que Rodri arriverait en tête pour beaucoup d'entraîneurs. Good afternoon, Pep. I think you know where we're going to start. Kevin De Bruyne has announced that he's leaving the club in the summer. First of all, your reaction? Sad day. Début avril, Kevin De Bruyne a annoncé qu'il va quitter City à la fin de la saison. Apparemment, c'est aussi City qui l'a poussé à partir et lui voulait rester. Ça sent la fin pour ce grand joueur que tu aimes beaucoup. Qu'est-ce qui fait que tu avais vraiment cette relation avec lui? Ça m'est venu à partir du moment où il arrive à City, mais je l'avais un peu repéré au départ. C'est marrant d'ailleurs parce que son évolution, d'abord c'était plutôt un joueur qui jouait ailier droit Oui. voilà, et qui avait une grande pointe de vitesse, une frappe de balle. C'était vraiment un attaquant, un dribbleur, etc. Et peu à peu, grâce d'ailleurs, je pense à la vista de Guardiola, qui sait très bien repérer le talent chez les joueurs. Ce que Arsène Wenger avait aussi, qui est un entraîneur qui m'a beaucoup marqué à une époque. Il lui a dit mais toi t'es un putain de passeur, toi on va te mettre au milieu en fait, on va te mettre au milieu du terrain puis tu vas être la plaque tournante parce que une qualité de passe comme ça. Et là dans les années 2017-2020, ce que fait De Bruyne en passe c'est inégalé dans l'histoire du foot. Enfin après je j'ai pas tout vu mais non seulement par son nombre, ses stats, mais par les trajectoires de passe irréelles. Des deux pieds aussi. Oui, un ami marocain d'ailleurs, tu vois, comme quoi les Marocains connaissent bien le football, m'avait dit une fois, c'est fou ces passes où tu ne comprends pas comment le type imagine la trajectoire de passe. Tu ne la comprends pas. Donc il y a du génie chez ce mec. Et moi, c'est ça qui me... Bon, il sait faire d'autres choses. C'est un bon buteur, il a un super pied. Pendant longtemps, il a eu aussi un bon coup de rein qui lui permettait d'effacer des joueurs. Il a aussi une réputation de 6-8-10, comme quoi il joue aux 3 postes du milieu de manière égale. Parce qu'il arrive à se foutre parfois dans le jeu en passe courte, juste à l'orée de la surface de réparation. Mais il est également excellent en passe longue. Donc à la rigueur, tu le mets en 6, un petit peu comme faisait Del Piero à une époque, tu vois. Non, Pirlo. Oui. Pirlo. En Regista. Ouais. De Bruyne, ça marche très bien, hein, mais sauf que ça marche un peu moins bien avec une équipe de possession comme Man City. Dans une équipe de contre, tu mets De Bruyne à ce poste-là, alors là, il t'envoie des caviars en permanence sur un attaquant rapide s'il y en a. Donc après, en plus, je dois bien t'avouer que De Bruyne n'est peut-être pas le plus grand joueur de tous les temps et peut-être même pas le plus grand joueur de sa génération. Mais une des raisons pour lesquelles j'en parle beaucoup, c'est mon côté un peu justicier. C'est-à-dire qu'on en parle très peu par rapport à va demander au public de City. Ils savent très bien que c'est lui depuis 7-8 ans qui tient l'équipe. Et Guardiola, il sait aussi. Hein. Même si maintenant, la cruauté du foot étant ce qu'elle est, Guardiola... De Bruyne, il a eu des problèmes de blessure au moment les plus importants, dans mes mémoires. En finale Ligue des Champions, en demi. Ça restera toujours un peu une amertume, je pense, pour lui. Mais bon, il a quand même un beau palmarès. Mais en tout cas, oui, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais pour une raison d'ailleurs de loi du spectacle, parce que il est rare que les suffrages, les plébiscites d'un joueur tiennent totalement à la qualité de son jeu. Il faut d'autres facteurs dans le monde du spectacle. Il faut avoir un peu la gueule de l'emploi. Et si tu veux, la gueule de l'emploi pour un grand joueur de foot, elle a été quand même définie très très tôt. En gros, il faut déjà, s'il peut être latin ou sud-américain, c'est déjà pas mal. On veut bien faire une ou deux exceptions des fois pour un anglais ou un hollandais. Mais globalement, c'est quand même ça. Donc un type qui a une tête de flamand, rougeau, blond, avec des taches de rousseur, qui paye pas de mine, déjà le mec part avec 20 points de retard en termes de... S'il avait eu la gueule de l'emploi qui se serait appelé Mario de Bruno, avec le même jeu, le mec devient une star, c'est sûr. Mais voilà, donc c'est mon côté rectificateur de tort qui fait que je défends beaucoup De Bruyne. J'ai lu récemment ton sujet « Les footballeurs sont-ils cons ?» dans un numéro de So Football ça date, ça, ouais. de 2010, je crois. Football total et contre-culture. Tu termines ton argumentation de 2 pages par pour se réaliser pleinement, il faut au foot, jeu éminemment intelligent, une dose de conneries. Justement, j'ai la même impression que si le foot devient trop cérébral, il est peut-être condamné à mourir. C'est-à-dire, moi, je suis un peu partagé là-dessus parce que comme j'aime bien les entraîneurs, tu penses bien que j'aime bien l'idée que l'entraîneur soit une espèce de joueur d'échecs. Donc, on est dans le cérébral. Par ailleurs, j'ai toujours aimé les joueurs dont tu sens qu'ils ont une intelligence du jeu
et notamment les meneurs de jeu, dont tu sens quand même que ça pense en même temps que ça joue. Et en même temps, oui, tu as tout à fait raison. Ce qui menace peut-être le foot maintenant, c'est qu'il est devenu... toutes les équipes maintenant ont atteint une espèce de niveau tactique dingue, ce qui crée d'ailleurs un nivellement des performances. Ce qui fait que maintenant, il n'y a plus de petites équipes, comme on dit, en tout cas pas dans les phases finales de mondial, qui font tous beaucoup de vidéos. T'as l'impression que, bon, et ça manque parfois un peu de spontanéité. Ce que je me suis dit au dernier Euro, en fait, que j'ai bien aimé à cause de l'Espagne, mais qui m'a un peu inquiété, parce que je voyais tout le monde jouer de la même façon, un jeu extrêmement rationalisé avec, tu sais, contrôle, passe de l'intérieur du pied. Les ailiers ne dribblent pas. Voilà. Et oui, parce que surtout pas perdre le ballon, voilà, et surtout pas sur l'aile. Ça a été reproché à Guardiola, comme s'il avait créé quelque chose de mauvais. Je pense qu'en fait, le guardiolisme, c'est vraiment super s'il y a que Guardiola qui le fait. Mais si tout le monde se met à jouer comme ça va devenir un peu pénible. Et ouais, donc vive les joueurs un peu spontanés, vive les dribbleurs, vive les gens qui tentent des choses, qui sortent de leur zone, qui font du dépassement de fonction. Qui représente le mieux cette virtuosité en ce moment? Yamal, peut-être? Bah ouais, après Yamal, il est quand même cantonné, entre guillemets, sur son aile droite, mais lui, c'est même pas qu'il fait du dépassement de fonction, c'est qu'il fait du dépassement d'être humain. Enfin, tu vois, je veux dire, le mec est un extraterrestre, quoi. Donc, non, maintenant, est-ce qu'il y aurait des entraîneurs qui préconisent ça, tu vois, qui préconisent un peu de folie? Allez, n'hésitez pas. Je pense que Guardiola, par moment, a pu le faire. Je pense qu'il y a encore des entraîneurs qui vont un peu préconiser ça, mais il y a une telle pression financière que... Je pense à Ancelotti. Je sais pas. J'aime beaucoup Ancelotti, j'aime beaucoup le calme de ce monsieur. Peut-être qu'il demande à Vinicius de jouer un peu comme il a envie de jouer, quoi. Je pense qu'Ancelotti, c'est ça, c'est qu'il demande à 7 joueurs d'être hyper disciplinés, et les deux de devant... Absolument. Faites ce que vous voulez, les amis, vous avez du talent. Ce qui est d'ailleurs un peu la politique de Deschamps aussi. D'ailleurs, Deschamps qui est vraiment pas un entraîneur folichon. Je pense qu'il a toujours eu ce truc par rapport à Mbappé, par exemple, de lui dire, bon, en gros, fais ce que tu veux, quoi. Mais par contre, il ne le dira pas à un milieu de terrain. Là, un milieu de terrain, ça rigole pas chez Dédé. Donc, je sais pas, ouais, il y a un petit risque de... Donc, le petit impondérable, le petit truc de folie. Et c'est pour ça que j'en venais à ça dans l'article dont tu parlais pour SoFoot. C'est-à-dire que je commençais par dire que moi, vraiment, j'aimais l'intelligence de jeu. Et en même temps, je notais que, mais presque indépendamment de la discussion qu'on vient d'avoir, dans le sport en général et dans le foot aussi, il y a quand même un moment où il faut être un animal, il faut avoir une intuition d'animal. Et c'est beau. C'est beau. C'est beau. Par exemple, l'intuition du buteur, par exemple, tu vois, on sent bien qu'un buteur, s'il réfléchit, il est mal. Il ne faut pas réfléchir. Papin était très bon pour ça, par exemple, tu vois, du temps de ma jeunesse. Bon, c'est pas ce que je préfère dans le foot, mais j'aime assez cette espèce d'animalité du type qui est dans tous les bons coups parce qu'il sent les coups, comme on dit. Et donc, garder au sport la part animale, ouais, je pense que c'est très très bien, quoi. Ce qui est un problème qui se pose beaucoup dans le rugby, qui est un sport qui s'est rationalisé bien avant le foot, très très vite. C'est très anglo-saxon, donc ça a été très rationalisé. La vidéo, un entraîneur pour chaque ligne, un entraîneur pour les avants, un entraîneur pour les mêlées, un entraîneur pour les touches. Bon. Tout est absolument rationalisé et on a vu les équipes se mettre à jouer à peu près toutes de la même manière. Ce qui fait que on va privilégier maintenant le flair. Bon, sauf que le flair, il n'arrive pas souvent. Donc, ouais, c'est vrai qu'il faut absolument garder ça. Là. Avec ce truc très très beau aussi, c'est que parfois, tu as des joueurs qui sont vraiment des décérébrés finis. Le foot, c'est pas l'école, quoi. C'est pas un truc de culture, c'est pas un truc de connaissance. C'est pour ça que les prolos aussi peuvent. Il y a des génies. Les grands joueurs sont pas forcément les joueurs qui seraient les plus intelligents dans un dîner en ville, quoi. Et ça j'aime beaucoup ça. Dans la dernière gêne occasionnée, qui j'espère sera pas la dernière, et qui est dédiée au très beau Tardes de Soledad d'Albert Serra, tu as évoqué le film Portrait de Zidane au XXIe siècle. Ouais. C'est un film que j'ai vu récemment qui m'a beaucoup plu parce que, comme tu dis dans la gêne, c'est une manière de voir un joueur, ce que fait un joueur sur le terrain et qu'on ne peut pas voir en direct. La relation entre foot et cinéma me fascine depuis toujours et je suis étonné parce qu'il y a tellement peu de bons films sur le foot. À ton avis, pourquoi il y a tellement peu de bons films sur le foot alors que c'est un sport qui offre tellement de matière? Ouais. J'avais un peu réfléchi sur les questions parce qu'à une époque, un ami qui s'occupe de faire des animations dans les cinémas d'arrêt essai à Paris, d'Île-de-France m'avait demandé de concocter un petit programme d'extraits de films qui filment le sport et notamment le foot. Et d'une part, c'était il y a une quinzaine d'années, d'une part, on avait eu vraiment du mal à rassembler des films parce qu'il y en avait peu.
l'art le plus populaire ou un des arts les plus populaires meets le sport le plus populaire, normalement, ça devrait donner, comme tu dis, 500 000 films. Or, il y en a très peu. Et en plus, il n'y en a aucun réussi. Ça marche pas. Et donc, il doit y avoir une raison structurelle au fait que ça marche pas. C'est presque scientifique. Et je crois qu'en fait, il y a un truc très simple. C'est que 50% de l'intensité, je l'ai dit un peu tout à l'heure, 50% de l'intensité du sport, et peut-être du foot en particulier, c'est direct. Et donc, tu as vu des matchs de foot, toi, toute ta jeunesse, toute ton adolescence, avec une intensité folle, avec une fièvre dingue. C'était une fièvre du direct, quelque chose qui est en train de se passer devant toi, avec l'incertitude du dénouement, et parfois une incertitude où on est vraiment hyper fébrile, quoi. On sait bien que les footeux sont quand même assez dingues devant un match de foot, quoi. Et là, tu te retrouves avec une espèce de produit réchauffé, ressorti du congélo, tu vois, et ça marche pas, parce que tu as totalement perdu cette intensité-là. Et la deuxième chose, je crois, c'est qu'une des choses que la télévision aura fait de mieux dans son histoire de 50 ans qui est en train de se terminer, c'est de filmer le sport. La télé a très bien fait ça. D'ailleurs, le sport à la télé, ça a toujours été un peu le fleuron de la télévision. Les grands moments de télévision de ma vie, c'est des moments de sport. Même en termes d'audience, c'est le... Bien sûr. C'est irremplaçable de se réunir devant une télé pour regarder un bon match ou une finale de hand ou une finale de Roland-Garros, quoi. C'est un must, on adore ça et on est tous, pour le coup, très concernés. On est des millions à aimer ça. Même les gens qui n'aiment pas beaucoup le foot aiment bien les soirs de match avec des copains. Mais parce que la télé a très très vite mis en place une espèce d'ingénierie, si tu veux, de filmage extrêmement raffinée, qui fait que c'est bien filmé, c'est bien pensé, il y a beaucoup de caméras, il y a beaucoup de moyens, et c'est difficile de faire mieux, sauf à prendre totalement le contre-pied et de filmer pas du tout comme la télé le filme, où en gros la télé, elle va à l'action. Et c'est tout à fait normal, on a envie de voir, il n'y a qu'à voir les 2 secondes des fois d'un plan qui est en dehors du ballon, ça nous rend dingue. Donc on a envie d'être sur le ballon. Bon. Et ben là, le parti pris des auteurs du film sur Zidane était très très bon. Ils ont pas du tout voulu concurrencer la réalisation télévisuelle. Ils se sont dit, non, on va filmer ça très différemment et on va rester focus sur un joueur qui, à l'époque, se trouvait d'ailleurs le plus grand joueur du monde. Non, et c'est vrai que tu découvres un aspect du foot que tu ne vois jamais pendant les matchs, à savoir qu'est-ce que c'est que la vraie vie d'un joueur pendant 90 minutes. Et donc, effectivement, 2-3 trucs. 1, le son. Ça, c'est très intéressant, comme dans Tardes de Soledad, d'où ma comparaison. Et 2, le fait de te rappeler. Tu croyais que c'était à cause de toi, parce que tu étais un peu moyen comme joueur, mais que globalement, un joueur de foot, dans un match, l'essentiel du temps, il n'a pas le ballon. Voilà. Même Zidane. C'est passionnant, quoi. Je ne comprends pas qu'on fasse pas ça avec d'autres joueurs. Oui, je me pose la question aussi. Bah ouais. Mais c'était un sacré dispositif, parce que je crois qu'ils avaient foutu une 30aine de caméras dans le stade Santiago Bernabéu. À la place de ça, on a les dizaines de documentaires Netflix sur la vie privée des joueurs. Je trouve ça très ennuyant. C'est minable, minable. En fouillant un peu sur Internet, j'ai appris que tu avais écrit une pièce intitulée Non réconcilié. Bien joué. Sur la rivalité Saint-Étienne-Lyon. Il me semble que tu as été fan de l'équipe de France et de Nantes pendant de nombreuses années, avant de lâcher prise. Est-ce que ça a été un choix d'abandonner cette façon de vivre le foot ou juste c'est arrivé ? Est-ce que tu penses que fondamentalement, supporter un club ou un pays réduit ton rapport au foot ? C'est ambigu. Je vais faire une réponse équivalente. D'abord, la pièce sur Saint-Étienne-Lyon, c'est qu'à un moment, j'étais artiste associé dans un théâtre de Saint-Étienne. Et le foot à Saint-Étienne, c'est pas rien. Et la rivalité avec Lyon, c'est pas rien. Donc, il m'avait commandé une pièce là-dessus. Parce que moi, a priori, étant nantais, je suis quand même un peu loin de la rivalité Lyon-Saint-Étienne. Mais ce qui était intéressant, c'est que la rivalité Lyon-Saint-Étienne est une rivalité éminemment sociale, sociologique, politique. D'un côté, une ville de mineurs, je résume, en tout cas une ville ouvrière, en tout cas de tradition, et de l'autre côté, la ville bourgeoise par excellence, avec une espèce C'est le cas de beaucoup de derbies. Atlético Madrid, Real, tout à fait. C'est souvent le cas. Lille-Lens, on pourrait dire. Il y a le club prolo et le club plus embourgeoisé. Donc c'était très intéressant à creuser. La pièce était comique, par ailleurs, mais voilà. Parenthèse refermée sur Lyon. Oui, moi je suis entré en foot comme tout le monde en étant extrêmement chauvin. Bon, en plus, non seulement j'aurais été de toute façon chauvin, même si j'étais né à Guignon. Hein. J'aurais été hyper pro-Guignon ou pro, je sais pas, Valenciennes, tu vois, si j'étais né. Mais quand même, moi, j'ai eu un peu de bol, si tu veux, c'est que je tombe dans la région dont la ville phare est Nantes, qui se trouve être l'équipe dominante du moment. Et deuxièmement, je tombe à la période de l'équipe de France, où sans doute l'équipe de France a été la plus sympathique et la plus jolie à voir jouer, c'est-à-dire la bande à Platini. C'est-à-dire que moi, j'ai 5 ans en 76
Et j'ai 15 ans quand Platini arrête, en 86-7. Donc moi je suis content. Donc c'était pas compliqué de soutenir l'équipe de France à l'époque où il y avait des joueurs merveilleux, petits et techniques. Tigana, Giresse, tout ça, milieu de terrain, c'est génial. Avec des joueurs éminemment sympathiques comme Rocheteau, qui à l'époque était d'extrême gauche. Alors je le savais pas à l'époque, mais sans doute je le sentais. Tu le Non, sens. mais c'est une équipe, je sais pas, ouais, c'était très facile de soutenir l'équipe de France. Bon, mais de toute façon, encore une fois, j'aurais été chauvin. Et c'est vrai que le premier rapport qu'on a au sport en général, c'est un rapport de chauvinisme. Et puis après, peu à peu, deux choses sont arrivées. D'abord, plus tu peaufines ton rapport au jeu, plus tu comprends le football, plus tu vas te constituer un système de critères un peu plus subtil que c'est ma ville, donc je supporte, quoi. Et à partir de 15 ans, je me suis vraiment interrogé sur le jeu. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux entraîneurs. J'essayais vraiment de comprendre la tactique. Et donc, je raffinais un peu mon amour du foot. Et alors, à ce moment-là, ça a coïncidé avec le moment où l'équipe de France s'est mise à jouer un peu tristoun. Il y a eu une période de creux, mais même la période des champs, moi, je n'étais pas fan, évidemment. Et donc là, je me suis mis à avoir des systèmes d'adhésion un peu plus subtils que c'est ma ville. Et c'est là que je tombe amoureux du Real Madrid, par exemple, parce qu'ils avaient un jeu que je trouvais très, très subtil. À l'époque, je tombe amoureux de l'équipe du RSS, d'ailleurs. Et c'était pas simplement parce que j'étais un jeune communiste en herbe, c'est parce qu'ils avaient un jeu génial autour d'une ossature qui était celle du Dynamo de Kiev. Le jeu que j'aime, quoi, c'est-à-dire un jeu en passe courte, collectif. Donc voilà, et à partir de ce moment-là, je suis plutôt allé voir les équipes qui me plaisaient. Donc oui, moi, la Coupe du Monde 94, je suis pour l'Italie. Parce que j'aime l'intelligence tactique italienne. En plus, il y avait des beaux joueurs. C'est la Coupe du Monde où Baggio voilà, rate le penalty. c'est ça. Mais c'était en gros l'ossature du Milan AC, qui était une équipe que j'adorais tactiquement, bien qu'elle soit dirigée par un horrible connard, enfin possédé. Non, mais des joueurs comme Costa Curta, Albertini, Maldini aussi. Maldini. Bon, puis il y avait le trio hollandais. Puis bon. C'est une équipe magnifique. Donc là, je vais commencer à un peu plus vagabonder en fonction de mes affinités esthétiques avec le foot plutôt qu'avec la proximité géographique. Alors ça fait toujours un peu condescendant de dire ça parce que ça fait un peu esthète distancié. Or, j'aime assez aussi qu'on se passionne viscéralement pour le foot. Donc, je n'aurai jamais aucun mépris pour le Lensois qui défendra Lens même quand ça joue mal, même quand il gagne sur un penalty volé. Il faut les deux, quoi. Et moi, j'ai un peu les deux parce que je vais te dire... Mais tu as célébré la Coupe du Monde 2018 ou pas du tout? Ah oui, mais si tu veux, je peux être très passionné encore devant le foot parce que très partial et vraiment avoir encore des réflexes de chauvin, mais c'est plus, sauf le problème, c'est que je soutiens très peu mon pays. Moi, je le dis, c'est pas de la provocation, mais l'équipe de France de 2018, pour moi, c'est une fraude. Donc, je détestais cette équipe, puis j'en ai ras-le-bol de Deschamps. En plus, j'aime pas un grand fan de Mbappé, esthétiquement. Et donc, moi, en finale, je suis pour la Croatie. Parce que la Croatie, pour moi, c'est beaucoup plus... T'as vu le match avec des amis? J'étais tout seul avec ma compagne, d'ailleurs. J'étais vert. J'étais vert parce que c'est le plus grand hold-up de l'histoire du foot, quoi. En tout cas, la première mi-temps. Bon, bref. Et par contre, si tu veux, ma joie au deuxième but de l'Argentine en 2022, 2022, parce que j'étais évidemment pour l'Argentine contre cette équipe de France totalement terne. Ma joie au deuxième but, qui est un but extraordinaire. Voilà, ça c'est je reste très passionné. Je suis pas simplement l'esthète. Le deuxième but quand il y a Messi qui fait la déviation à McAllister, Di Maria, une très belle 70 mètres. Ouais. Et puis de toute façon, ce que fait l'Argentine ce soir-là pendant 1 heure, c'est absolument génial, quoi. Et que si ce soir-là la France gagne, c'est vraiment un hold-up. Donc je peux rester très fiévreux. France-Espagne, la demi-finale de l'Euro, je suis comme un fou. J'ai 6 ans sur mon fauteuil. Si la France gagne, je m'exile, j'assassine des gens, tellement j'étais amoureux de cette équipe d'Espagne. Et quel coach peut te réconcilier avec l'équipe de France? Zidane? Ah ouais, je serais très curieux de voir ce que pourrait... Ouais, moi j'attends, mais non, ça devrait déjà être fait, quoi. Ouais, Zidane, parce qu'en plus Zidane, il va faire 2 trucs qui m'importent beaucoup. D'abord, je pense que le jeu sera un tout petit peu moins sécuritaire que celui de Deschamps. Et puis par ailleurs, on a une super génération d'attaquants. On fabrique des attaquants géniaux, enfin en tout cas de grandes performances au kilo depuis 10 ans. Oui. Il faut savoir les faire jouer. D'abord les faire jouer, leur donner confiance. Les appeler même, je pense à Cherki qui a aucune chance d'être... Et c'est la deuxième chose sur laquelle je voulais venir, et je ne le dis pas parce que je parle à un Marocain. Ça suffit qu'il n'y ait pas d'Arabes en équipe de France. J'y vois pas forcément d'ailleurs une trace de racisme, même si le racisme parfois se niche là où on ne croirait pas que. J'y vois... un espèce de profilage du joueur idéal selon l'école Deschamps,
qui est en fait une école qui dure depuis 30 ans en France, hein, quand il était joueur. Et un profilage d'un joueur athlétique, qui sait tout faire, qui est au milieu, qui a 8 poumons. Bon, c'est Tchouaméni, quoi. Ok, c'est Tchouaméni. Et à une époque, ça pouvait être des gens plus forts que Tchouaméni, genre Vieira, qui était un joueur magnifique. Le joueur un peu plus technique, sans tomber dans les stéréotypes, hein, mais il y a des trucs comme ça, plus fins, plus inventifs. Cherki, par exemple, ou d'autres avant lui. J'ai oublié le joueur rebeu de Lyon. Ben Arfa, non. Benzema. Benzema, inoubliable. Non, mais qui a joué Fekir. Fekir, oui. C'est un joueur que j'adorais. Oui. On lui a vaguement laissé sa chance en équipe de France, mais en fait pas. On l'a pas mis dans les conditions de. Alors que c'était un créateur. Et donc je pense que Zidane va dans le même pli, en fait, dans le même mouvement, retechniciser cette équipe et peut-être nous offrir une diversité de profils de joueurs, parce qu'on a besoin des Tchouaméni, mais on a besoin de Fekir. Donc je fais une grande confiance à Zidane. Il ne faut pas qu'il me déçoive. Et il le sait. Pour finir, tu pourrais nous donner ton 11 de footballeur préféré ever. Ah oui, moi j'avais pas compris que c'était ever, donc j'ai fait que des joueurs en activité. Ah bah ça marche aussi, voilà, comme tu veux. Parce que je me disais... Oui, comme ça on est dans l'air du temps. C'est pour ça que j'ai même pas mis De Bruyne, parce que je considère que voilà, c'est fini. Alors je le fais de tête parce que j'ai oublié le papier où je l'avais écrit. Pas de souci. Et je précise que j'ai fait une équipe qui est n'importe quoi tactiquement. À mon avis, elle peut pas jouer. Okay. Mais j'ai juste mis les joueurs que j'aime bien. Donc en goal, je vais mettre, parce qu'en fait j'ai pas de joueur d'équipe de France, je me dis quand même, attends, tu vas passer pour un traître à ta patrie. Puis en fait je l'adore, c'est Maignan. Okay. J'adore ce goal. Je le trouve hyper rigoureux, fiable. J'aime bien le mec en plus. Je trouve que c'est pareil. Il a une espèce de charisme. Formé au PSG, mais lâché après. On lui pardonne tout. Comme quoi, on peut partir d'une poubelle et devenir quelqu'un. Je précise que j'aime beaucoup l'équipe de Luis Enrique, parce que sinon tu vas avoir des courriers, des commentaires de fans du PSG. Alors en défense, attention, c'est n'importe quoi, mais je mets 3 défenseurs que j'aime beaucoup. Ruben Diaz, parce que j'adore son port de tête. Dans la grande tradition des libéraux à la Beckenbauer. La classe du libéraux blanc avait un peu ce côté-là quand même. Laurent Blanc, ouais. Qui a joué milieu offensif à un moment. Ouais. Et qui à un moment est passé libéraux, il avait cette espèce de tenue. Puis j'aime bien, moi, évidemment, les libéraux. Enfin, libéraux, le mot n'existe plus trop, mais les centraux qui ont une technique, qui sont les premiers relanceurs, etc. Mode qu'avait lancé Koeman à Barcelone et au PSV Eindhoven. Alors après, Alexander Arnold, parce que j'en ai marre qu'on lui chie dessus. Parce que je trouve qu'à chaque fois que ce type prend la balle, il essaie toujours de faire un truc. Alors il y a du déchet, c'est pas un immense défenseur. C'est un immense passeur. C'est un immense passeur. Et un centreur de folie. Et vraiment, je trouve ce joueur... il tente toujours un truc, quoi. Et puis il a un une amplitude de jeu technique assez géniale. Et alors moi je mets que 3 défenseurs, ce qui avec Alexander Arnold est un non-sens. Mais le 3e c'est Saliba, parce que c'est pareil, très bon relanceur, très fiable dans le geste. Peut-être 2e joueur de l'équipe de France. Puis bon, j'aime bien Arsenal, donc voilà. Donc défense impossible, mais c'est ça. Saliba, Arnold et Diaz. Il intéresse que des gens couvrent parce que ça va être bizarre. Bon, cela dit, Saliba et Ruben Dias, ils montent jamais, donc il y a quand même une petite base solide. Non, mais je voulais surtout placer 4 milieux de terrain parce que c'est quand même mon poste préféré. C'est là que tous mes joueurs préférés sont, donc il fallait la place. Donc Rodri, évidemment. Alors vraiment implacablement. Un joueur dont je suis très content d'avoir vu qu'il était très très fort avant pas mal de gens, c'est McAllister. Pour moi, la victoire de l'Argentine en 2022. Le faux argentin. Mais la victoire de l'Argentine en 2022, oui, c'est Messi. C'est une équipe comment dire, soudée, remontée, mystiquement convaincue qu'ils allaient gagner. Mais c'est McAllister. Il faut revoir tous les matchs. Tout le monde. Il est exceptionnel. Et d'ailleurs... ça n'a pas trompé Klopp, quoi. Tu vois, je veux dire, il se retrouve à Liverpool. Ils l'ont recruté pour 35 millions. C'était une très très bonne affaire pour Liverpool. J'étais étonné que. Et cette année, j'ai pas vu beaucoup jouer Liverpool, mais je sais qu'il est un des piliers de la suprématie de Liverpool. Donc je suis content de voilà. Évidemment, Fabian Ruiz, parce que le milieu de terrain d'Espagne à l'Euro dernier, c'est exceptionnel, quoi. Et lui, un joueur. Bon, parce que l'année qu'il fait avec le PSG est folle. Je suis content que ce soit un joueur qui soit un peu révélé. Et j'ai oublié le 4e milieu. Merde. Attends, je vais peut-être m'en rappeler après. Oui, si. Je voulais un peu qu'il y ait un Allemand.
parce que j'en ai marre qu'on ne pense jamais aux Allemands. Et il y a un joueur que j'adore au Bayern et en Allemagne, c'est Goretzka, dont on ne parle jamais. Et qui, je trouve, un milieu de terrain hyper précieux. Il sait tout faire. Il bosse beaucoup, mais j'aime beaucoup comment il se rend toujours disponible devant. Plutôt Goretzka que Kimmich. Ouais, parce que Kimmich, je le trouve un peu déclinant. J'ai commencé à avoir des doutes sur Kimmich depuis 1 ou 2 ans, je sais pas, je le sens moins bien qu'avant. Et Goretzka, je trouve, est plus fort dans la finition aussi. C'est vraiment un beau joueur, quoi, qui sait tout faire. Un beau milieu de terrain comme on aime, un peu box-to-box, comme on disait à une époque. Voilà, j'ai dit les 4 milieux de terrain. Il manque les 3 attaquants. Il manque les 3 attaquants. Alors là, je vais pas du tout être original. Si, je vais être original pour un truc, et pour moi, le nouveau De Bruyne, donc je le mets un peu pas en 9,5, mais vraiment parce qu'il joue exactement comme De Bruyne, exactement dans la position type de Bruyne, c'est-à-dire un peu sur la droite et pas très loin de la surface, c'est Odegaard. Quel joueur, je trouve, d'une élégance folle, quoi. Et quel passeur, et il est très très bon en passe courte, il est très très bon dans le petit périmètre. Par ailleurs, Il a un peu raté sa demi-allée, j'espère qu'il va il reprendre. paraît, ouais, moi j'ai pas vu l'aller, j'ai vu quelques extraits. De toute façon, il fait une année, je pense, un tout petit peu moins bonne que les années précédentes. Mais pour moi, c'est vraiment le nouveau De Bruyne. Il me procure à peu près le même. Il est peut-être un peu moins génial en passe longue. Puis je trouve très élégant, quoi. Lui aussi, hein, il n'a pas le nom et la nationalité de l'emploi. Non, le plus grand joueur du monde ne sera jamais un Norvégien. C'est comme ça. Deviens brésilien, s'il te plaît, ou argentin, fais un effort. Donc Odegaard, et puis Mo Salah, évidemment. Quel joueur fou, quoi. J'adore son toucher de balle. Quelle finesse, quoi. Le mec qui force jamais. Quelle beauté de voir ce joueur, qui va nous manquer. Hein. Quand je sais pas, il a quel âge maintenant? Il a 32, 33, mais il vient de prolonger avec Liverpool. Ouais. Il va rester. Voilà. Et un joueur que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, parce que finalement, je ne vois pas jouer tant que ça le Barça depuis 2 ans, c'est Rafinha. Parce que j'aurais pu mettre évidemment Yamal, mais je trouvais ça presque attendu. Puis on a vraiment 15 ans devant nous pour parler de lui. Donc, Rafinha, oui, c'est vrai qu'il s'est révélé à 27 ans. Quoi. Bah voilà. Et il sait tout faire, ce monsieur, quoi. Je sais pas, je le trouve très, très... Puis c'est pareil, tu sais très bien que dès qu'il prend la balle, il essaie toujours de faire un truc. Ça, j'aime vraiment bien. C'est même le mec qui joue jamais à l'économie, genre passe en retrait en attendant. Et il touche beaucoup moins de ballons que Yamal. Ce qui est fascinant avec lui, c'est qu'en 10 touchés de base dans un match, il arrive à chaque fois à être... Voilà. Il a moins de possibilités, hein, mais il en fait bon usage. Ouais. C'est pas un porteur de ballon d'ailleurs, c'est vraiment un joueur qui tout de suite crée le coup de rein pour faire quelque chose. Et puis d'abord, c'est un bon passeur aussi, il fait des passes extraordinaires, c'est un bon finisseur. Ouais, je trouve on le sous-estime un peu, Rafinha, là. Mais j'aurais pu mettre pas mal d'autres. Dans le genre, j'aime bien Vinicius aussi, cette espèce de branleur de Vinicius, qui est vraiment une tête de con. Mais c'est pareil, tu sais que quand il prend la balle, il va tout le temps essayer d'être une espèce de game changer, quoi. Qu'il se passe un truc, il va... Bon, Dembélé est un peu comme ça maintenant. Dembélé qui est complètement métamorphosé avec son rôle de faux neuf, il lance le pressing. Franchement, moi qui supportais le Barça quand il était au Barça, je le reconnais pas du tout et je lui en veux de ne pas avoir donné autant au Barça. Mais ça m'étonne que Xavi n'ait pas eu l'idée, parce que c'est une idée barcelonaise, ça. Alors peut-être qu'à l'époque, il y avait qui en neuf quand Lewandowski. Bah voilà, donc en fait, tu peux même pas. Là, cette année, il y avait possibilité. Il n'y avait pas un neuf qui s'imposait absolument. Et donc, Luis Enrique, dans son grande intelligence espagnole, a dit, mais on va tenter une Guardiolette, quoi. C'est-à-dire pas de neuf, en tout cas un faux neuf. Et ça marche. Et voilà. C'est ça qu'on aime chez les entraîneurs, c'est quand ils arrivent à voir là où un joueur sera au sommet de son excellence. C'est le premier travail d'un entraîneur, avant même le tableau noir. Tu m'as devancé parce que je voulais te poser la question sur l'entraîneur. Tu mettrais donc Luis Enrique en coach? Cette année, de toute façon, il éblouit tout le monde. Hein. C'était soit lui, soit Flick. Enfin... Ouais, tout à fait. Mais Flick a quand même... Moi, je l'adore, je l'ai dit tout à l'heure, mais il a, sur le papier, un effectif quand même beaucoup plus pléthorique, tu vois. Il a des joueurs de très, très haut niveau. Au PSG, a priori, tu les prends tous individuellement... il n'y en a aucun qui, jusqu'ici, avait crevé l'écran. On savait, c'est tous des très bons joueurs. Et donc, ce que Luis Enrique a réussi à bâtir, c'est vraiment un collectif, avec l'esprit qui va avec, dans une grande... D'ailleurs, j'imagine que le pauvre Luis Enrique, quand il est arrivé, mais il lui tardait que ces stars de merde se cassent, quoi. Et on voit bien que la première année qu'il a fait avec Mbappé, il n'avait qu'une envie, c'est qu'il s'en aille et qu'il puisse bâtir
notamment en termes de récupération et de pressing, parce qu'on sait bien que monsieur Kylian Mbappé ne veut pas presser. Je ne sais pas si tu connais l'extrait du documentaire où Ouais. il dit Bien sûr. de défendre. Bah ouais. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ces joueurs qui disent non, moi je vais pas faire le boulot parce que je m'appelle Mbappé, mais tout le monde le fait dans tous les clubs, pourquoi pas toi Sauf Messi, qui a le droit de pas défendre. Messi, il n'est pas de la planète Terre. Oui, c'est ça. Voilà. On lui accorde ce privilège. Merci François pour cette interview. Je rappelle que ton dernier livre, Psychologie, est disponible aux éditions Amsterdam en ce moment. Ouais. Il vient de sortir. Il est question un peu de foot d'ailleurs dedans. Et à un moment, je commente parce que je vais un peu dans des zones troubles dans ce livre. Et il y a un des textes, parce que c'est des textes séparés, qui constituent un livre cohérent, mais c'est des fragments. Il y en a un qui s'appelle Une pensée pour les Blancs. Parce que je surprends un moment, justement, à l'orée de la finale de l'Euro, de la demi-finale France-Espagne de l'Euro, où vraiment je suis pro-Espagne, machin. Mais pour la première fois, je vois l'effectif d'équipe de France et mon corps, bien malgré moi, malgré mon antiracisme indécrottable, se dit il y a quand même beaucoup de noirs dans cette équipe, quoi. Et donc j'interroge cette espèce de micro-affect raciste. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pourquoi il me vient cette idée alors que vraiment, d'habitude, je suis quand même pas spécialiste de ce genre de considération. Et donc je fais des petites considérations footballistico-ethniques dans ce truc. Voilà, je le signale au passage pour ceux que ça intéresserait. Très bon teasing. Hâte de le lire parce que je l'ai pas encore lu. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Et longue vie à ce... Comment on dit podcast ? Non, pas vraiment. On dit Podcast. Chaîne YouTube. Alio Talk, si tu veux dire. Je ne connais pas ce terme, mais d'accord, comme tu dis. C'est le nom Alio Talk. Merci.